Je veux te parler de gens ordinaires. Ils ne sont pas spectaculaires, ils ne font pas du spectacle en l'air. Ils sont blessés et ils s'en sortent vivants. On les appelle des survivants. Je ne te parle pas de ceux qui font le buzz parce qu'on les a likés, ni de ceux qui scintillent en tant que talents révélés. À coups de vote et de partage, ils sortent de l'anonymat. Non, je ne te parle pas de ceux-là. Je ne te parle pas non plus des repêchés de la télé, manipulés dans un jeu réalité. Je te choisis, je te jette, je te reprends. Non, vraiment, je ne veux pas te parler de ces gens. Il y a les miraculés des tsunamis, avec ces images qu'on balance au TJ du soir ou de midi. Il y a aussi tous les rescapés de guerre et de ces bombes, dont on ne sait jamais à l'avance sur qui elles tombent. Tous les sains et saufs de catastrophes naturelles. Ils font la une des médias avides d'histoires sensationnelles. Sortis indemnes comme des héros nous en mettant plein la vue. Mais je ne te parle pas de ceux-là non plus. Non, je veux te parler de gens plus discrets, parce que leur vie se joue à l'intérieur. Dans un combat loin d'être gagné et plutôt secret, ce sont tous ceux-là que je veux mettre à l'honneur. Mettre à l'honneur ceux qu'on a traumatisés, dans le corps et l'identité tout entière. Ceux qu'on a abusés de n'importe quelle manière, c'est comme un torchon qu'on les a chiffonnés. Ils vivent alors dans un corps volé et mort à l'intérieur, dans le mensonge et le devoir de se taire. Quelle colère! Ils ont comme une bombe à retardement sous la peau qui a peur, mais cette bombe, on ne peut pas l'extraire. Tu sais comment on les appelle, ces gens-là? On les appelle des victimes ou des sans-voix. Mais je ne veux pas en rester là. Devenir fort dans nos faiblesses, faire l'effort des leçons de tendresse, croire que nos épreuves sont nos meilleures preuves et le dire. Fini le déni, je veux te crier qu'on peut s'en sortir. Je veux rendre hommage à toutes ces personnes que l'on abuse. Conscientes des dommages, elles se relèvent et refusent d'avoir la fatalité et le silence comme sépulture. Pouvoir tout changer et sortir de cette culture. C'est toutes ces personnes que je veux honorer, celles qui réalisent que l'enfant intérieur doit être consolé. Le passé n'influencera plus leur avenir. Dans tout leur corps, la vie doit revenir. Je te parle de ces personnes qui prennent le temps de soigner ces cicatrices et de relever la tête dignement, qui choisissent qu'au bout du chemin, elles seront capables, un jour, de pardonner l'impardonnable, qui savent que c'est le seul moyen donné pour se remettre à respirer, étape après étape et beaucoup d'énergie, pouvoir enfin reprendre sa vie là où on la croyait finie. Je sais de quoi je parle car tout ça c'est un peu ma vie. Porter un passé imposé qu'on n'aurait pas choisi. Je sais le boulot que c'est de nettoyer la souffrance. C'est pourtant ce point de départ qui fait toute la différence. Pendant longtemps je pensais si tu veux tu peux. Je réalise que le vouloir est parfois trop peu. Aujourd'hui je goûte à la grâce et au repos, reconnaissante de ceux qui m'aident et la foi qui n'est pas de trop. Comment on les appelle ceux qui croient encore que contre Goliath c'est David le plus fort? Ceux qui gardent l'espoir en un seul morceau alors que leur histoire est en lambeaux. Ce sont elles ces personnes extraordinaires, celles qui ne font rien d'extraordinaire. Leur vie semblait se résumer à une grande galère où tu coules sans pouvoir reprendre ton air. Je te les like, je les publie, je les partage, celles qui ont choisi la vie comme système de nage. Ce sont ces petites personnes dont on ne parle jamais, mais qui pour moi sont devenues des héros bien plus grands. Je voulais te parler de ces gens discrets. On les appelle des survivants. Bonjour, c'est une joie d'être là avec vous ce soir pour présenter des femmes qui ont des dons extraordinaires au service des personnes en souffrance. Et j'ai la joie d'accueillir tout premièrement Jessica. Bonjour Jessica. Jessica Volry, vous venez d'entendre son slam. Ouais, j'arrive pas avec là. Est mariée et mère de 4 enfants, engagée également dans l'éducation des enfants en famille d'accueil. En tant que survivante d'abus sexuels dans son enfance, elle peut aujourd'hui témoigner de son combat pour reprendre sa vie là où elle pensait qu'elle s'était arrêtée. Elle démontre qu'il est possible de redevenir une personne libre et épanouie, même après une expérience aussi traumatisante. Jessica est actuellement une éducatrice formée qui se spécialise dans l'accompagnement des survivants
d'abus et d'exploitation. Elle fait également du coaching parental sous forme d'ateliers de communication intentionnelle. Elle s'intéresse particulièrement à la façon dont parler de la sexualité avec des personnes de tout âge, dans le but de fournir des informations qui pourraient aider à prévenir les abus et l'exploitation. Jessica est passionnée par les relations, les voyages et toute aventure qui rend la vie extraordinaire dans un jour ordinaire. Alors, bienvenue Jessica. J'aimerais, comme question première... Oui, on t'entend. Oui. Ok, cool. Pourquoi ce slam? Alors, pourquoi ce slam? Parce que pour moi, c'était ma petite victoire, ma grande victoire, on va dire, après ces quelques années d'études sur ce sujet. Et surtout, c'était ma façon de partager au monde mon vécu d'une manière artistique qui me correspondait, en ayant produit quelque chose. Voilà, donc moi, je suis pas du tout une chanteuse, voilà, je suis pas du tout une Céline Dion, je suis plutôt Renaud. Donc voilà, au niveau de la voix, je me suis dit que c'était en écrivant et en le parlant que je pouvais partager mon vécu et surtout sortir du silence. Et voilà, et en le présentant comme ça à la fin de ces 4 ans de faire ACPA, c'était mon diplôme à moi, mon diplôme du cœur, qui faisait que je laissais une trace de l'histoire et que j'espérais que mon histoire allait servir à d'autres. Donc, pour mon vécu, j'ai déménagé quand j'avais 4 ans et demi d'une ville pour rentrer dans un village. Et il se trouve que dans ce village, il y avait un homme qui était bien plus âgé, qui était vraiment un adulte avec un léger handicap. Et cet homme, quand je suis arrivée dans ce village, il a commencé à vouloir jouer avec moi et mon frère. Il nous montrait les grosses machines qu'il construisait. Mon frère a très vite été pas du tout intéressé. Mais moi, en fait, je trouvais que c'était assez génial et assez passionnant. Et mais en fait, cet homme, donc moi j'avais 5 ans, et cet homme, il était beaucoup plus intéressé à ce que moi je faisais, c'est-à-dire qu'il me tuait, moi j'étais par terre, il venait me toucher, il venait me, enfin voilà, il jouait avec moi. Et moi, en fait, dans mon éducation, mes parents m'ont toujours enseigné d'être gentil. Donc pour moi, être gentil, ça voulait dire ne pas dire non. Donc en fait, voilà, jusqu'à l'âge de mes 12 ans, j'ai joué avec cet homme. C'était pas voilà, cette agression, une agression parce qu'en fait, quand on parle d'abus, on m'entend? C'est bon? Oui, maintenant on t'entend de nouveau. Ça va? Oui, oui, Ok. c'est bon. Tu peux Alors, aller. ok, ok, désolée. Quand on parle, donc de l'âge de 5 à 12 ans, de mon côté, je jouais avec cet homme, c'est-à-dire qu'il me faisait rire, il me faisait du plaisir. J'étais une gamine, mais lui, de son côté, était un adulte. Et de son côté, voilà, évidemment que lui ne se rendait pas compte de ce qu'il faisait. Enfin, oui, il se rendait compte, mais c'était dans la forme de jeu. Et voilà, pour moi, j'ai été agressée. L'abus, on parle d'abus, mais c'est comme si un bout c'était ok. Et puis en fait, après, j'abuse du chocolat, par exemple. Je mange du chocolat et au bout d'un moment, je mange trop de chocolat et j'abuse. Sauf que pour un adulte, c'est pas qu'un bout c'est possible et après c'est pas le. Donc voilà, c'est une agression. Et à l'âge de 12 ans, quand voilà, mes seins et mon corps a commencé à changer, quand mes seins, voilà, et mon corps a commencé à changer, j'ai dit que je voulais plus jouer avec cet homme. Et là, mes parents, ils ont été vraiment fantastiques. Ils ont expliqué à cet homme que je voulais plus jouer avec lui. Après mon adolescence, eh ben, elle était évidemment toute déformée, toute détruite. Mes valeurs étaient toutes différentes et mon rêve était de devenir prostituée. Voilà, les barrières avaient été toutes détruites, donc pourquoi est-ce que je rêverais de faire autre chose? J'ai eu une adolescence très rebelle, très révoltée, je comprenais rien de ce qui se passait, parce que tout ça, en fait, je m'en souvenais plus, je l'ai refoulé, et c'est seulement à l'âge de 18 ans que j'ai revu cet homme dans la rue, et que tout m'est revenu. Et depuis ce moment-là, en fait, je comprenais rien de ce qui se passait, mais depuis ce moment-là,
j'ai pu me faire aider avec des personnes tellement bienveillantes autour de moi qui ont pu mettre des mots sur ce que j'ai pu vivre et surtout m'accompagner que c'était pas ma faute, que j'étais 100% innocente. J'ai pu écrire à la petite fille que j'étais, j'ai pu même écrire à sa famille. En expliquant tout ce que j'avais vécu et d'avoir pu recevoir une lettre en retour de la part de ses frères, les frères de mon agresseur, a été une libération. D'autres personnes qui ont été bienveillantes dans ma vie, c'est évidemment mon mari que j'ai rencontré juste par la suite, qui m'a totalement compris et qui m'a aimé malgré tout. Et Dieu, évidemment, qui lui, en fait, avait été toujours là. Et ça a été quelque chose que j'aurais voulu savoir avant, que j'ai seulement compris après, en me formant, que Dieu, en fait, il n'avait pas perdu une seule minute de tout ce que j'avais vécu. Alors, pourquoi est-ce qu'il avait rien fait? Ça, j'étais très en colère. C'était un gros dégueulasse. Mais en fait, il avait d'autres plans. Et ces plans-là, quand on y rentre maintenant, quand je vois maintenant avec mon recul que voilà, ça a coupé, désolé, ce qui a été vécu en, en fait, c'est pour que ça serve à d'autres. Et ça me donne cette énergie de prendre victoire sur celui qui croyait vouloir détruire ma vie. Et en fait, bah non, Là, Jessica, je crois qu'on t'a perdu. En tout cas, on a perdu ton image, perdu le son. En tout cas, merci pour tout ce que tu as partagé jusque-là, de relever le fait que pour toi, une des grandes aides était de savoir que tout ce que tu as vécu a pu servir et sert actuellement. Dieu, il sait tout, mais il a tout racheté. Et c'est une des forces quand on est dans la foi et qu'on accompagne des personnes brisées, c'est de savoir que Dieu change les déserts en oasis. Et quand les gens traversent la vallée des larmes, il la transforme en source d'eau, et c'est un pluriel. Leur vie devient une source pour amener de l'espérance dans la vie des autres. Merci Jessica. Il y avait d'autres questions, mais peut-être qu'après, on pourra revenir, si on t'a de nouveau, on pourra revenir dessus. Et en attendant, bien, j'aimerais souhaiter la bienvenue à Elisabeth. Elisabeth, que je vais présenter. Elisabeth Rupp est la directrice exécutive fondatrice de l'ONG Perla. À Perla, elle dirige une équipe qui lutte contre la traite des êtres humains en Suisse et au niveau international. Elle est juriste de formation avec plusieurs années d'expérience dans ce domaine. Elisabeth est une dirigeante dynamique et passionnée qui s'investit dans la lutte contre les abus, l'exploitation sexuelle et la traite des êtres humains. Elle souhaite non seulement travailler à l'éradication de ces pratiques honteuses, mais aussi voir le plus grand nombre possible de survivants retrouver leur dignité, leur liberté et retrouver justice. Alors, bienvenue, Elisabeth. Merci beaucoup. Impliqués dans la prostitution, qui veulent chercher une manière de s'en sortir, qui aimeraient changer de vie. Combien de fois la maltraitance qu'elles ont vécue enfant a été comme une porte ouverte pour ce qu'elles vivent alors dans leur vie de jeunes adultes ou d'adultes? Est-ce que tu as pu voir un petit peu la proportion? Alors la proportion, je pourrais pas vous la donner parce que c'est pas des statistiques qu'on trouve et puis nous-mêmes on n'a jamais focalisé nos statistiques là-dessus parce que voilà, on vise surtout le soutien à ces personnes. Par contre, je peux vous faire part de mon expérience sur le terrain. Ce que je trouvais aussi intéressant finalement d'entendre le témoignage de Jessica au départ, c'est qu'elle a expliqué qu'après ces abus sexuels, quelque part, elle s'est destinée aussi à cette vie de prostituée, si j'ai bien compris. Elle expliquait les barrières étaient brisées et en fait, il y a plus de limites au corps. Et c'est vrai qu'on a des cas moi, je pense que, si je devais quand même dire une proportion de ce qu'on observe, je dirais qu'en tout cas 50% sans problème, 50% de ces personnes ont vécu un viol dans leur enfance ou de l'inceste, beaucoup d'inceste aussi malheureusement,
Par exemple, je pense à une femme, Diana, qui nous a expliqué que son papa en fait la touchait, donc voilà, commettait de l'inceste avec elle, et en plus il la traitait toujours de pute. Et pour elle, ça a été vraiment comme un acte de vengeance de vendre son corps. Mais en réalité, elle réalisait après, avec le soutien qu'on lui apportait, que finalement, elle se détruisait surtout elle. On a eu comme ça différents témoignages. Donc voilà, je dirais que c'est très très présent le viol dans l'enfance chez ces personnes qui brisent justement toute barrière. Elles ont plus de respect avec leur corps et puis finalement, elles savent plus où mettre les limites. Est-ce que ton travail implique aussi de travailler avec la famille des victimes? Et si oui, est-ce que tu aurais des choses à dire, quelque chose, une expérience positive ou bien difficile que tu as vécue dans ce domaine-là? Bon, c'est aussi une question très complexe pour moi d'y répondre dans le sens où on a pratiquement 98 à 99% des personnes que l'on aide et qui se prostituent en Suisse qui viennent d'autres pays. Donc leur famille en général pas en Suisse. Par contre, on a souvent des enfants soit qui sont déjà en Suisse, soit qui sont à l'étranger. Et puis forcément la famille c'est quelque chose de très important pour ces personnes. On a deux types de situations qu'on observe. C'est des femmes qui sont dans le mensonge, donc leur famille n'est pas du tout au courant de ce qui se passe. Par exemple, actuellement, on a une femme qui nous a expliqué que sa famille pense qu'elle vit en Espagne et puis qu'elle travaille comme couturière là-bas. Donc, sa famille est absolument pas au courant qu'en fait, elle exerce la prostitution en Suisse. Donc, on a les familles qui ne connaissent rien du tout parce que voilà, ces femmes vivent dans un mensonge complet. Et puis, on a les familles en fait qui sont impliquées dans ce trafic. On a une femme dont la belle-mère a vendu sa belle-fille à l'âge de 16 ans en Espagne pour travailler dans les champs. C'était ce qu'elle lui disait, mais en réalité, elle a été envoyée dans un bordel. Et on a par exemple un autre cas aussi d'une Camerounaise où c'est sa tante qui habitait déjà en Europe qui l'a fait venir pour faire des études. Et en fait, elle s'est retrouvée aussi dans la traite des êtres humains. Donc ça, c'est deux exemples parmi beaucoup d'autres. On a vraiment aussi beaucoup de cas où les familles sont impliquées, mettent la pression pour avoir l'argent. Et si on aide cette jeune femme à en sortir, ça va être une sœur ou une cousine qui va la remplacer. Elisabeth, quels sont les principaux défis que vous rencontrez en tant qu'équipe sur le terrain? Alors, les principaux défis, c'est déjà d'atteindre les victimes. Là, de nouveau, je reprends l'exemple du court témoignage que Jessica nous a donné, qu'elle pourra peut-être nous partager un peu plus longuement après. Donc, Jessica, expliquait quand même que, voilà, en tant que victime, c'est pas tout de suite qu'on s'en rend compte. On est souvent dans le déni ou, voilà, donc il faut faire ce chemin. Et ça, c'est vraiment la première chose pour nous. C'est le premier obstacle, c'est que les personnes se voient pas comme des victimes. Elles sont dans la culpabilité, elles sont dans la honte et elles se considèrent pas du tout comme victimes. Et puis après, d'autres aspects, c'est que après, même si elles se considèrent comme des victimes, elles craignent peut-être d'être renvoyées de la Suisse dans leur pays. Elles craignent aussi les représailles de leurs proxénètes, etc. Donc ça, c'est vraiment le défi numéro 1, c'est d'atteindre ces victimes et de pouvoir leur donner de l'aide. Ouais, voilà. En fait, c'est vraiment le défi prioritaire. Voilà. Et comment vous faites en tant qu'équipe de tenir le coup, d'aller de l'avant, alors que vous entendez des histoires sordides, des histoires parfois où on se sent impuissant? Qu'est-ce qui vous fait tenir et continuer avec une flamme intérieure? Complètement. Alors c'est vrai que c'est quelque chose. Moi, j'ai été rendue très rapidement attentive par quelqu'un de mon entourage qui est psychologue qui m'a tout de suite expliqué et appris comment ne pas porter ses fardeaux. Donc c'est quelque chose auquel on est très attentif pour tous les membres des équipes. Et on a une personne dans l'équipe aussi qui peut faire
enfin qui peut faire de l'accompagnement si nécessaire, voilà, en quelques fois. Après, si la personne a besoin d'un plus long accompagnement, ce sera une autre démarche. Et puis aussi après chacune de ces visites sur le terrain, on fait un temps de débriefing. Voilà, on a instauré ça, donc voilà, c'est important que chacun puisse exprimer comment il l'a vécu. C'est important. Merci d'être professionnelle, c'est vrai, Elisabeth. Une dernière question. Comment les gens pourraient-ils vous aider, et pourquoi le feraient-ils? Alors pourquoi le ferait-il? Je vais d'abord répondre ça. Ben c'est vrai que en fait la traite humaine est malheureusement très cachée en Suisse. On en parle très peu et donc il y a vraiment besoin qu'on en parle, qu'on explique ce que c'est. Donc les personnes peuvent déjà s'impliquer, nous soutenir en parlant de cette réalité, puis peut-être voilà, tenir un stand sur un marché pour faire de la sensibilisation. Voilà, ça c'est vraiment une démarche super utile. Certaines personnes nous approchent aussi parce qu'elles-mêmes ont un vécu passé quand même, voilà, où ces histoires les touchent. Et donc c'est aussi une façon pour eux de contribuer, puisqu'ils ont été quelque part guéris, c'est une façon de contribuer. Donc voilà, ça peut être aussi ça peut être simplement, bah c'est un combat qui vous touche. Moi en tant que juriste, c'est plutôt ça en fait. La première fois que je suis allée auprès de ces personnes, j'ai vu vraiment l'isolement dans lequel elles étaient, j'ai vu qu'elles connaissaient pas leurs droits et j'estimais que c'était inadmissible en fait, que ça devait être maintenant pris au sérieux. Bon, moi c'est plutôt mon côté de juriste qui a parlé. Voilà, chacun peut avoir un combat qui vient de quelque chose de différent. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on a besoin d'en parler. Il faut que ça cesse. Et voilà. Après, ça peut être aussi s'investir comme bénévole dans un groupe. Ça peut être si on a une expertise particulière à apporter à l'association qui peut être utile. Donc ça peut être bénévole pour des cours de français. Ça peut être voilà. Enfin voilà, je sais pas, en tant qu'infirmière, etc. Il y a peut-être une expertise particulière qui peut nous être utile. Et puis, on a aussi besoin de personnes qui peuvent nous aider dans les relations, par exemple, avec des politiciens. Voilà, côté plus administratif peut-être. Et puis, bien sûr, toujours soutenir nos activités. Vous savez, quand on aide une femme à se réinsérer professionnellement, etc., et c'est souvent des montants très conséquents pendant à peu près une année, entre 6 mois et une année, mais de l'ordre de 2500 à 3500, 4000 si elles ont des enfants. Donc, financièrement, ça peut être aussi un moyen de nous soutenir. On peut mettre ces dons à disposition, que ça soit financier, au travers de donner du temps, partager ses capacités. Merci beaucoup, Elisabeth. Ouais. Voilà. Du coup, je reviens à Jessica, que nous revoyons maintenant, pour juste finir avec toi les questions. Donc, tu as fait FERACPA et ensuite, étant une femme visionnaire et entrepreneuse, tu as mis sur pied des cours. Peux-tu en parler? Oui. Alors voilà, désolée pour les problèmes de connexion. Je pense que c'était de mon côté. Oui, alors FERACPA, j'ai aimé cette formation parce que j'ai surtout pris des connaissances et j'ai mieux compris comment fonctionnait l'être humain, surtout dans cette problématique des agressions. Et c'est vrai que voilà, par couche d'oignon, en tout cas, cette formation j'ai cru que je faisais ça pour venir aider les autres et ça m'a d'abord transformé moi. Ça m'a appris comment moi je fonctionnais. Et du coup, je me suis dit qu'en fait, je pouvais pas en rester là. J'ai bien la tchatch et puis j'ai pas trop peur. Donc en fait, je me suis dit que tout ça, il fallait quand même que j'utilise pour retransmettre en fait et donner plus loin. Parce que quand ça m'aide, ça peut aider d'autres. Et du coup, pour faire un peu la nique aussi à l'ennemi qui croyait avoir bousillé une vie, non, regarde maintenant ce que tout ça me donne comme énergie, parce qu'en fait, j'ai pas envie que ça arrive à d'autres. Et si ça arrive à d'autres, parce que le monde il est comme il est, en fait, je veux pouvoir leur dire qu'il y a une vie après ça et qu'on peut s'en sortir et que voilà, il peut puiser en lui, en Dieu, en tout ce qui est ses valeurs pour pouvoir s'en sortir. Donc, ce que je fais, c'est que je fais des cours de prévention
J'aime tellement parler de sexualité aux enfants, aux ados et maintenant beaucoup à leurs parents pour les encourager eux et les équiper eux à pouvoir en parler avec leurs enfants. Et tout ça, et ben voilà, c'est la meilleure prévention qu'on peut leur donner. Et c'est ma part que je peux faire. Et après, ben voilà, chacun doit faire sa part. Tu relèves quelque chose d'important. Il est vrai que c'est bon et important que les parents parlent de sexualité à leurs enfants avant que le monde le fasse, avant qu'ils apprennent par d'autres biais. Parce que les premières informations vont s'impliquer, vont comme entrer dans l'enfant, et ce qui viendra après n'aura pas autant de poids que ce qui a été amené en tout premier. Merci. Et puis les parents sont vraiment source de transmission. Donc, en fait, on transmet tellement de choses à nos enfants et la sexualité devrait vraiment en faire partie comme quelque chose que, intentionnellement, ils ont décidé que c'était pas le sujet qu'on est à tous les midis, mais que c'est quelque chose qu'on peut, tous les jours, on a des occasions de piquer comme ça au vol des petites informations, donner de l'information, voilà, que ça, casser ces tabous, ces secrets, ces trucs où on rougit. Et je sais que c'est pas simple parce qu'on a souvent pas été éduqués comme ça. Mais en fait, on peut plus se cacher derrière j'ai pas reçu, je peux pas donner. On est obligé maintenant, avec Internet et tout ce qui se passe, les téléphones portables, refuser que ce soit eux les premiers éducateurs sexuels de nos enfants, mais qu'en fait, ce soit nous. Ouais. Merci beaucoup pour ce message important que tu transmets, Jessica. Et maintenant, j'aimerais accueillir Anne-Laure Guéna, qui est psychothérapeute en cabinet privé au Val-de-Travers depuis 15 ans. Elle est mariée, a trois enfants adolescents. Elle est originaire du sud-ouest de la France. Elle a étudié la neuropsychologie à l'université de Bordeaux, puis la psychologie de l'enfant et de l'adolescence à Paris. Elle s'est ensuite spécialisée dans la psychothérapie cognitivo-comportementale à Genève. Parallèlement, elle a suivi une formation théologique de 3 ans dans une école biblique en Suisse. Actuellement, elle accueille des personnes en souffrance des troubles anxieux ou dépressifs. Une part de son activité concerne également le conseil conjugal, mais elle a aussi des enfants et leurs familles. Là, j'arrive plus à me relire. Et puis, particulièrement ceux qui ont suivi des abus sexuels. Donc, voilà, bienvenue Anne-Laure parmi nous. Merci. Et puis, comme première question, est-ce que tu vois une différence entre un abus sexuel et un inceste dans la vie d'un enfant? Ou bien c'est du kiff-kiff pour toi? Non, c'est pas du tout du kiff-kiff. Même si l'acte lui-même est le même, le fait que l'auteur soit un membre de la famille, quelqu'un de proche, quelqu'un en qui l'enfant a confiance, change beaucoup la donne pour cet enfant. C'est une pression supplémentaire, ça le divise à l'intérieur, beaucoup plus encore que quand il s'agit d'un étranger au cercle familial. Il se retrouve face à une division entre la personne qui est supposée être gentille et qui est justement celle qui le trahit. Et il y a souvent une omerta, un silence qui est imposé à cet enfant qui le met beaucoup plus mal encore qu'un abus sexuel à l'extérieur. C'est vrai que l'enfant, lui, il a plus, si le parent abuse, vers qui il peut se tourner. Si c'est quelqu'un de l'extérieur, même s'il ne parle pas, il se dit dans sa tête, je pourrais en parler. C'est ça. Effectivement, oui. Mm-hmm. Et comment approches-tu un enfant qui a subi un abus sexuel? Et qu'est-ce qui est la chose la plus importante à tenir compte dans ce suivi pour toi? Alors, il y a plusieurs choses que je vais regarder, mais la toute première, c'est comment fonctionne l'environnement autour de cet enfant. Quelles sont les personnes bienveillantes sur lesquelles cet enfant va pouvoir s'appuyer. On se rend compte dans les statistiques que toutes les personnes qui s'en sont sorties, à un moment donné, au moins une personne a été suffisamment bienveillante pour que cet enfant puisse avoir une relation de confiance, de sécurité qui lui permette de grandir. Toujours. Et c'est ce point-là que je vais aller chercher. Qui y a autour?
Alors, est-ce que ça sera à l'intérieur de la famille? Est-ce que les parents seront ces personnes ressources ou un membre un peu plus éloigné? Parfois, ça peut être un voisin, la maman d'un copain, un enseignant, voilà, l'infirmière du collège, c'est égal. Mais on va aller chercher les personnes ressources sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer, qui vont pouvoir permettre à cet enfant d'avoir une vie d'enfant normale. Parce que c'est ça que ça change profondément, un abus sexuel chez un enfant, c'est que sa vie n'est plus normale et il l'aperçoit plus forcément comme normale. Et c'est sur cet aspect-là qu'il faut absolument investir et insister pour que cet enfant puisse développer vraiment un maximum une vie naturelle. Par exemple, je vais faire très très attention à ne pas mettre une thérapie, un rendez-vous pendant l'heure d'un entraînement de foot. L'entraînement de foot est prioritaire. On va se dépatouiller, on va chercher quand est-ce qu'on va le caser. C'est moi qui vais m'adapter.